Or donc, la situation dans la province avant mon arrivée était complexe. La mafia s'épanouissait. Le trafic de drogue était devenu un business lucratif. Presque chaque région avait son petit baron qui, souvent, se mêlait des affaires de l'administration. J'ai exigé des chefs de police de me soumettre la liste de ces personnes. Il y en avait 35. Nous avons mis en place un contrôle sur leurs activités et en une année, en avons arrêté 18. Le nombre de crimes graves a diminué de 20%. Et cela malgré les guerres qui se déroulaient en Afghanistan et au Tadjikistan. Cette lutte contre la mafia a eu un effet néfaste sur ma vie privée. Un jour, je me suis rendu avec ma famille à la base de vacances pour les travailleurs du ministère de l'Intérieur, située au bord d'un lac artificiel. J'y avais une chambre. En entrant, je me suis figé de terreur. Dans un coin, roulés en boule, sifflaient des serpents venimeux, des vipères lébétines. Quelqu'un avait déposé ces serpents dans ma chambre par vengeance. Par chance, c'est moi qui suis entré le premier. Si, comme d'habitude, cela avait été les enfants, on n'aurait pas évité une catastrophe. Quelques jours plus tard, j'ai été réveillé par l'aboiement de mon chien. Je suis sorti, une lampe torche à la main. Le chien scrutait un endroit sous la fenêtre de ma chambre. Dans le faisceau de lumière, j'ai vu un autre nœud de serpent. Là, mes nerfs ont cédé. J'ai déchargé mon pistolet dessus. Un soir, en rentrant à la maison, j'ai été accueilli par Zamira, terrifiée et en pleurs. Elle m'a raconté que le fils de la nounou, qui gardait les petites cadettes, Fatima et Zoura, avait surpris par hasard, dans un magasin, la conversation de 2 hommes. Ces individus disaient qu'on leur aurait proposé 10 000 $ et une voiture pour kidnapper notre aîné, Amin, et me tuer au retour de la chasse. J'ai donné des directives pour retrouver ces mercenaires. Une semaine plus tard, j'étais au bureau avec le chef du service national de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Nous parlions de nos futures actions. À ce moment, le secrétaire m'informe que 2 jeunes hommes demandent à me voir. On les fait entrer. Ils confirment les faits. On leur a proposé 10 000 $ et une automobile pour me tuer et enlever mon fils. Le choc passé, je me reprends et leur demande comment ils comptaient s'y prendre. Ils ont expliqué qu'ils savaient que j'avais l'habitude d'aller à la chasse dans la zone frontalière avec mes amis et qu'ils avaient planifié de me tirer dessus à la sortie. L'argent leur avait été proposé par un chef de la mafia qui se cachait des poursuites contre sa personne pour plusieurs crimes. Là, j'étais à bout de nerfs. Les criminels ont commencé à pourchasser non seulement moi, mais aussi mes enfants. Comme on me l'a rapporté plus tard, ce mafieux avait dit « Amenez-moi un de ces enfants, je saurai quoi en faire. Je vais le découper en 1000 morceaux. » À cette écoute, la rage m'a pris. Je n'avais pas le choix. J'ai donné des instructions pour le retrouver. Et puis, on devait protéger la frontière avec le Tadjikistan, où se produisaient tout le temps des incidents. Un autre jour, tard dans la nuit, j'étais encore au bureau, lorsqu'on m'a appelé pour me signaler qu'un de nos postes de la frontière du district de Yargourkan avait été attaqué par des terroristes. Une vingtaine d'hommes avaient ligoté 2 gardes après leur avoir confisqué leurs mitraillettes. L'urgence fut proclamée. Ce groupe de terroristes se trouvait dans notre secteur. Ils pouvaient nous attaquer ou fusiller des innocents. En cas d'incident, j'aurais pu passer au tribunal militaire. Par téléphone, le ministre m'annonça qu'il m'envoyait son adjoint avec une centaine de soldats des forces spéciales. Pendant quelques minutes, je suis resté comme en transe, imaginant ce qui pouvait arriver. Il n'y avait plus de temps à perdre. J'ai pris 3 employés de la police criminelle et nous sommes partis dans un véhicule tout-terrain, un UAZ. Dans la nuit, on y voyait à peine. Nous avons pris la direction du poste attaqué. Notre véhicule montait difficilement les collines en se bloquant, tantôt dans le sable, tantôt dans la boue. De temps en temps, on rencontrait des yourtes, des bergers et leurs troupeaux, leurs chiens accourant vers nous en aboyant. Nous demandions aux bergers s'ils avaient vu des gens armés dans un car. Enfin,
l'un d'eux nous dit qu'il avait effectivement vu des gens armés dans un petit car. Dans la nuit profonde, vers 2 heures, dans la montagne, nous avons distingué une maisonnette avec un car garé à côté. C'était celui des terroristes. Nous étions 4. Eux, nous allions découvrir plus tard qu'ils étaient 27. De toute façon, j'avais prévu que la surprise serait notre seule chance. J'ai dit à l'un de mes hommes de se mettre sous la fenêtre avec une mitraillette. 2 autres sont entrés avec moi dans la maison. Nous allumons la lumière d'un coup, ordonnant à tout le monde de se mettre par terre. Le soldat avec la mitraillette, suivant mes instructions, tire une rafale au-dessus de la tête des hommes allongés sur le sol. L'un d'eux se relève. Je lui donne un coup de pied dans la tête en tirant en l'air avec mon pistolet. J'annonce aux terroristes qu'ils sont cernés et qu'à la moindre tentative de résistance, ils seront fusillés sur place. Et puis j'exige qu'on me montre où se trouvaient les armes. L'un d'eux fait signe de la tête en direction des armes. On confisque les mitraillettes et on ligote les terroristes. Profitant de leur stupeur, on les embarque dans leur propre car, conduit par 2 de mes hommes armés. Moi-même et un collègue suivons dans notre véhicule tout-terrain. Nous les avons ramenés à Termez. Dire que nous avons pris un risque serait un euphémisme. S'ils avaient su combien nous étions, ils nous auraient mis en miettes, déchiquetés. Nous sommes arrivés à Termez tard dans la nuit. L'adjoint du ministre m'attendait dans mon bureau. Il m'a pris dans ses bras en me félicitant pour la réussite de l'opération. Moi, je me sentais dévasté, épuisé. Je venais de réaliser le risque que j'avais pris et n'avais qu'une seule envie, rentrer chez moi et me coucher sans ne plus penser à rien. Pour lutter contre la drogue, j'ai constitué 2 groupes d'employés fiables. Ils fonctionnaient indépendamment l'un de l'autre. Toutes les informations étaient classées top secret et soumises à mon contrôle. Cette méthode apportait de bons résultats. On interceptait de grosses cargaisons de drogue. Une fois, nous avons reçu la visite d'un Allemand, un chef de service de la lutte contre le trafic de drogue. Il avait eu connaissance de nos actions et de nos réussites. Il en était stupéfait. Il me présente un de ses agents et il me dit « Cet agent est infiltré au Pakistan depuis 5 ans et n'a pas pu obtenir de tels résultats. Je peux vous trouver un financement de 2,5 millions de Deutschmark pour votre service si vous nous aidez à établir une collaboration. » J'ai répondu que ces questions relevaient du ministère. Puis, je lui ai conseillé de surveiller quelques adresses que je savais être des points de livraison de drogue en Europe. Je lui ai aussi indiqué les entreprises qui approvisionnaient l'Afghanistan en ingrédients chimiques pour fabriquer l'héroïne. Quelques mois plus tard, une lettre est arrivée d'Allemagne. La police allemande nous remerciait pour notre contribution à l'arrestation d'une bande de trafiquants qui fournissait l'Europe en drogue. Une autre fois encore, à la frontière afghane, on a arrêté un grand véhicule de marchandises. Dans le double toit, on a découvert 1,5 tonnes d'héroïne. Le chauffeur a essayé de se suicider car il comprenait que sa propre bande pouvait le tuer pour une telle gaffe. Par ce tuyau, j'ai appris qu'une organisation criminelle opérait dans la zone frontalière interdite aux civils. Les trafiquants traversaient le fleuve Amou Daria pour livrer en Ouzbékistan à cadence hebdomadaire de grandes quantités. J'ai établi une surveillance. Notre agent s'est infiltré dans la bande, participant à toutes les opérations et nous informant sur leur fonctionnement et sur leurs clients. Quand tous les membres ont été identifiés, j'ai donné l'ordre de les arrêter. 8 personnes avec le chef, un homme de 40 ans, inculpé pour plusieurs crimes dans le passé. Il a aussi tenté de se suicider. Narcomane, il ne pouvait se passer de sa drogue. Nous nous sommes servis de sa dépendance pour l'inciter à collaborer et à nous donner des renseignements sur les livraisons. Il nous a avertis de l'arrivée prochaine par barque de 150 kilos d'opium provenant d'Afghanistan. Puisque la zone en question se trouvait sous le contrôle des militaires et combattants des services secrets, j'ai été obligé de les informer de l'opération et de proposer de la mener conjointement. Quelle fut ma surprise lorsque, dans la nuit,
la barque apparaissant dans notre champ de vision a été mitraillée par les militaires. Là, j'ai compris que les agents des services secrets étaient en lien avec la mafia. La police criminelle m'avait informé qu'un de ses agents signalait un trafic de drogue important à la frontière afghane vers l'Europe. Nous avons mené l'enquête pendant 6 mois pour établir les adresses de livraison et les plans des trafiquants. Enfin, nous avons recueilli l'information qu'un container avec des cargaisons importantes avait franchi la frontière et se trouvait en gare de Termez. J'ai réfléchi longuement sur le plan d'action. Il s'agissait d'un convoi international circulant de l'Afghanistan vers la Hollande. Je n'avais pas le droit de le stopper sans fondement sérieux. Si on n'y trouvait pas de drogue, j'aurais pu avoir de gros soucis, jusqu'au licenciement. Si j'informais les services secrets de notre opération, celle-ci aurait pu échouer, car parmi leurs agents, il y avait des traîtres. Il fallait prendre une décision. Finalement, j'ai regroupé des agents de la police criminelle et une division de combattants des services spécialisés. Et à minuit, en gare de Termez, nous avons déchargé les containers en question. Nous avons travaillé jusqu'à 3 heures du matin. Dans le container, il y avait des noix dans les sacs pourris. Quand on soulevait ces sacs, ils se décomposaient littéralement entre nos mains. Une fois les noix déchargées, le chien de police s'est mis à gratter le sol. On a mis à jour un double fond et découvert 5 tonnes de drogue cachée en dessous. Le lendemain, les choses ont pris une tournure inattendue. Une commission est arrivée du ministère de l'Intérieur et du service de sécurité nationale. Ils m'ont dit que la cargaison faisait partie d'une de leurs missions et que j'avais interféré dans leur opération. J'ai exigé que l'on me montre leur dossier opérationnel, et ils n'ont pas pu le présenter. Alors j'ai compris. C'étaient 16 officiers du SSN qui étaient responsables de cette contrebande de drogue à grande échelle, partout vers l'Europe. Et il était évident que la direction elle-même y était impliquée. Ça dépassait ma compétence. À partir de là, un grave conflit a éclaté entre moi et la direction du SSN. L'enquêteur criminel en charge de cette affaire a rapidement été arrêté, sur la base de motifs complètement inventés. En mars 1993, dans la région de Denau, a eu lieu un affrontement entre criminels. Pendant l'épreuve de force, 17 maisons ont été incendiées. Le jour même, nous avons bouclé le territoire concerné. C'était un cas d'urgence et grave. Une commission est arrivée de la capitale, Tachkent, pour tirer au clair les raisons du déclenchement de ces crimes. Il a été établi que le tribunal et le procureur étaient au courant des activités des criminels. Pourtant, ils ont toujours été exonérés de responsabilité pénale. À la suite de cela, le maire de la région, chef de l'administration, les maires de 7 villes, le procureur régional, le président du tribunal régional et le chef du Conseil de sécurité nationale ont été licenciés. En fait, presque tous les dirigeants. En ce qui me concerne, mes actions ont été jugées correctes. Pour moi, c'était une épreuve importante, un test d'endurance. À ce moment-là, j'ai réalisé que je m'étais fait énormément d'ennemis, qui étaient des gros poissons. Pendant tout le temps où j'ai travaillé dans la région de Soukhandaria, le ministre de la Défense, Ahmedov, et le président du SSN, Inoyatov, y étaient affectés par ordre du président Islamov. Ceci afin de mieux assurer la protection de nos frontières dans le contexte des guerres civiles du Tadjikistan et d'Afghanistan. Ionatov, après cette fameuse affaire d'interception de drogue, en collaboration avec le bureau du procureur, a donné comme instruction de compromettre le travail des personnels du département des affaires intérieures, de chercher tous les motifs possibles pour les traduire en responsabilité pénale. Tout cela ne visait qu'à m'atteindre, à me compromettre, moi. La situation devenait insupportable. À cette époque,
Il a été signalé que le frère du ministre de la Défense, Aremadov, avait comploté avec Ibod, le chef de l'administration. Ils avaient fait main basse sur la somme de 5 millions de dollars, sous forme de prêt de la part d'une région voisine qui appartenait au Tadjikistan. J'ai donc fait un rapport au président de la République, Islam Karimov. La réaction du président fut imprévisible. Il n'a pas apprécié du tout que je me sois adressé à lui directement, en contournant les autorités habilitées à le joindre. Il a donné l'instruction de me démettre de mes fonctions. Ainsi a pris fin mon service en tant que chef du département des affaires intérieures de la région de Sukhandaria. Il avait duré 3 ans, de 92 à 94. Et c'est en septembre 94 qu'il m'a fallu quitter Sukhandaria.